À présent, on va avoir droit à une question de Farah, étudiante en DUT GEA de 19 ans. Moi, ce serait sur le thème de la jeunesse, justement, parce que, comme je le disais, on ne se sent pas assez concerné, on n'est pas assez dans les programmes, que ce soit les étudiants ou même les plus jeunes. Et je leur demanderais comment plus nous intégrer, parce que c'est nous le futur. Ouais, là, en fait, pour cette question, du coup, je pense que ce qui sous-tend, c'est vraiment l'idée de la participation des jeunes au processus décisionnel et politique, et aussi l'apprentissage de l'esprit critique dès le plus jeune âge. Parce que c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, euh, on ne sait pas si les jeunes se désintéressent de la politique, mais en tout cas, ils se désintéressent des échéances électorales, comme on a pu le voir aux dernières élections, par exemple régionales, où il y a eu 82% d'abstention chez les 18-24 ans. Donc comment est-ce qu'on remédie à ça et on fait en sorte de dire aux jeunes la politique, ça vous concerne aussi, c'est aussi pour vous, et de les faire participer, en fait, d'entendre leur voix. Je pense qu'il faut trouver les espaces où des jeunes, peut-être pas tous les jeunes, mais des jeunes nombreux, en grand nombre, se retrouvent pour échanger et discuter. Je pense notamment sur les réseaux sociaux. Nous, on a une stratégie de forte présence sur tous les espaces des réseaux sociaux pour faire exister dans ces espaces-là aussi des moments où on parle politique. Jean-Luc Mélenchon par exemple, a été un des premiers à être sur Twitch ou sur TikTok, et à chaque fois, en mettant en avant dans les codes de ces réseaux-là, des contenus et des propositions. Donc voilà, c'est faire amener le débat là où sont les gens, qui ne viennent pas là où sont les débats traditionnels. Donc il y a cet enjeu-là. Et puis je pense qu'il faut prendre au sérieux les raisons pour lesquelles il y a ce désintérêt. Parce qu'il y a plein de conditions qui font que beaucoup de jeunes n'ont pas le temps ou n'ont pas les moyens de s'intéresser à la politique quand ils sont précaires à l'université, ou qui n'ont pas de formation mais qui n'y a pas de perspective. Et donc, il faut avoir aussi un discours qui interpelle, qui parle, qui donne envie, en fait, et qui donne espoir. Et on se dit, ça vaut le coup d'aller voter. Après, c'est vrai qu'il y a un enjeu aussi pour que les processus démocratiques, institutionnels soient plus compréhensibles, et que c'est pas l'air éloigné à ce point du quotidien des gens, que les jeunes se rendent compte que ça a un impact direct sur leur vie. Et c'est vrai que très tôt, je pense, dans l'enseignement, dans l'éducation, il faut des rencontres régulières avec les élus à tous les niveaux, des visites dans les institutions, et aussi la mise en pratique. Je sais qu'il y a des processus comme le Parlement des enfants ou les parlements étudiants, où les jeunes sont aussi en position de pouvoir débattre avec des élus, de pouvoir se présenter aussi dans des formes de délégation. Enfin voilà, donc être actifs eux-mêmes dans leurs espaces, à leurs échelles. Mais je crois que l'essentiel pour les jeunesses, mais comme pour d'autres catégories qui s'abstiennent énormément, c'est de porter un discours qui répond aux préoccupations. Sur la jeunesse, par exemple, Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire, nous proposons une allocation, une garantie d'autonomie de 1 063 € pour tous les jeunes en formation à l'université ou en lycée professionnel, parce qu'on pense qu'il faut, quand on est en formation, se concentrer sur ses études et pas avoir à travailler. Et donc voilà, pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'aller voter? Parce qu'il y a des propositions qui vont dans ce sens, ou il y en a d'autres, enfin, celles et ceux qui les proposent. Donc je crois que c'est ça. Justement, dans ce sujet-là, on a une nouvelle question de Franck qu'on a entendue au début. Par rapport à leur programme, qu'est-ce qu'ils feraient de concret par rapport à nous, la jeunesse actuelle, voilà. J'ai commencé à mettre en avant une des propositions phares qui permettrait qu'il y ait plus de jeunes qui aient accès aux études supérieures, et qui permettrait que ces études elles se passent comme on le souhaite, et pas en travaillant à mi-temps et en finissant parfois, pour beaucoup d'étudiants, à arrêter ces études parce qu'en fait c'est incompatible, quoi. Donc ça, c'est une mesure phare. J'ai une question aussi sur cette mesure-là, c'est que donc là vous proposez une allocation pour tous les jeunes qui sont en formation. Est-ce que vous avez des propositions pour les jeunes qui du coup ne sont plus en formation?
qui sont peut-être dans le milieu professionnel, mais parfois même pas. Des fois, on a des moments de latence entre 18 et 24 ans, ou entre 16 et 30 ans qui sont parfois très longs. Est-ce que vous avez des mesures d'accompagnement pour ces jeunes-là ? Oui, de toute façon, il y a le principe de la garantie d'autonomie qui cible les jeunes s'applique aussi pour toutes les personnes, puisque l'idée d'avoir un revenu au-dessus du seuil de pauvreté, c'est le fait pour tout le monde, quelle que soit sa situation, de ne pas vivre avec uniquement des minima sociaux en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça s'appliquera, le fait d'avoir ce minimum-là. Et donc, notamment, si vous êtes en formation, et voilà, si vous cherchez un emploi, pour les jeunes qui ne sont pas en formation, qui cherchent un emploi ou qui se posent des questions, il y a plusieurs dispositifs, notamment le fait de remettre sur la table ce qu'on a appelé en fait des emplois jeunes, c'est-à-dire des emplois qui vont permettre de commencer à se poser, même si c'est pas la direction professionnelle qu'on veut faire, des emplois qui seront au SMIC justement et qui feront que on n'est pas précaire économiquement. Et l'idée c'est aussi que on ait une stratégie de relance de l'économie dans le sens de la bifurcation écologique, parce que on a besoin justement de toute l'intelligence, la créativité, que l'on ait un diplôme ou pas, et que du coup on puisse embaucher très tôt les plus jeunes pour tous les champs de l'activité professionnelle. Donc voilà, qu'on cherche un emploi ou qu'on veuille continuer ses études aussi longtemps qu'on le souhaite, qu'on ait les moyens, à minima 1063 €, sinon le salaire minimum à 1400 dans les différents domaines. Et puis plus généralement, le développement des services publics, je pense que ça parle aussi à la jeunesse, le fait d'avoir la gratuité des cantines scolaires, la gratuité des fournitures scolaires, le fait de rénover les CTU, de construire des logements étudiants. Enfin voilà, c'est aussi dans les conditions des places à l'université aussi. Plus de places à l'université. Voilà, et plus de recrutement, surtout d'enseignants et de personnel depuis la petite enfance, où on développera un service public de la petite enfance jusqu'à l'université, pour faire en sorte que, par exemple, le taux d'encadrement dans les classes, c'est-à-dire qu'il y ait moins d'élèves par classe, et qu'en fait, on puisse accompagner tout le monde au mieux. Donc voilà, c'est une politique globale en direction de la jeunesse. Je pense qu'il y a aussi une dimension qui relie à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question des institutions. L'idée, c'est aussi de donner plus de pouvoir aux jeunes dans les espaces comme l'université, comme l'école, etc. Les pouvoirs d'association, d'auto-organisation, pour les rendre aussi actifs et leur donner un pouvoir d'intervention dans ce qui les concerne, une bonne partie de son temps à l'école. Et donc, c'est un endroit où on doit pouvoir aussi dire son avis, donner son avis sur ce qui se passe. J'ai une question de Namori, 19 ans, un jeune étudiant. Je demanderais est-ce que leur politique va aider nos quartiers. Est-ce que ce qu'ils proposent, leur campagne, ça va affecter nos quartiers? Est-ce qu'ils nous aideront? Moi, je pense que oui, c'est un programme qui s'adresse à la majorité et qui veut justement changer le fonctionnement actuel où, à la fois en termes de ressources et de richesses, c'est une minorité qui accapare la majorité des ressources et des richesses au détriment de la majorité de la population. Et ça veut dire concrètement, par exemple, que les services publics sont moins financés. Et dans les services publics, notamment pour des quartiers populaires où tout le monde a pas énormément de moyens, les services publics, en fait, c'est la richesse collective et c'est le patrimoine de celles et ceux qui n'ont pas des millions et qui dépendent du collectif. Et ça veut dire remettre des services publics, par exemple. Moi, une des questions en tant qu'élu auquel j'ai beaucoup que les habitants souvent me posent, c'est par exemple sur la fermeture des services publics et la dématérialisation, le fait qu'on renvoie beaucoup sur Internet. Et ça veut dire qu'il y a plein de gens, en fait, même si on a un portable, ça veut pas dire qu'on sait faire toutes ces démarches sur Internet. Et en fait, on renvoie sur Internet parce que on a fermé le guichet de la Sécu, on réduit les horaires, et c'est vrai avec la Poste, c'est vrai par exemple pour les retraités, c'est un gros problème pour les
les retraités qui sont laissés à l'abandon. Et s'il n'y avait pas les associations, en fait, ils seraient vraiment dans des situations parfois très, très dures. Et donc, le fait de réouvrir des services publics, la CAF, la santé, etc., ça permet en fait que les gens ils aient accès à leurs droits surtout, qu'ils puissent avoir accès à leurs droits, de réouvrir des classes dans les écoles, de réouvrir des services de santé publics et pas les centres de santé privés qui pullulent alors qu'on ferme les services de santé publics. Et donc voilà, donc remettre des services publics partout, que les gens ils aient pas besoin de faire des kilomètres pour aller à la poste, etc. Refinancer beaucoup plus les associations, parce que les associations elles font un travail de lien social sur plein d'aspects. Et elles ont été beaucoup affaiblies. Elles travaillent sur la base d'appels à projets et elles sont mises en compétition les unes aux autres. Donc ça, c'est tout ce qui est autour des gens. Et puis le revenu des gens, c'était les propositions que je disais sur le SMIC à 1 400 €, la garantie dignité, la gratuité des premiers mètres cubes d'eau et d'électricité. Souvent, dans des quartiers populaires, il y a beaucoup de précarité énergétique. Les gens n'arrivent pas à se chauffer, les maisons sont mal rénovées. Et donc, mettre des moyens à ce niveau-là sur les rénovations thermiques et puis rendre gratuits les premiers mètres cubes d'eau, parce que ça, c'est vital. Et ça permettrait que tout le monde ait accès au minimum pour vivre dignement. Voilà parmi quelques-unes des mesures qui, je pense, répondent aux besoins des habitants des quartiers populaires comme dans le 18e. Merci. On va passer à Asma, 19 ans, étudiante. Je leur demanderais s'ils ont des projets à propos de l'écologie. C'est très large, mais peut-être que vous pouvez nous donner... Je vais essayer d'être succincte, mais j'ai déjà un peu parlé de la question de l'écologie avec la règle verte et puis la question de la bifurcation. Mais nous, on pense que c'est vraiment au cœur de notre programme, parce qu'on pense que c'est un des défis majeurs de l'humanité en vrai. Depuis des années, vous avez les experts qui expliquent que le changement climatique a commencé. On a perdu 5 ans parce qu'on n'a pas respecté les accords de Paris qui disaient qu'il fallait réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc maintenant, il faut mettre un maximum de moyens. Donc une des premières mesures, c'est d'inscrire dans la Constitution la règle verte et s'y tenir. L'idée qu'on ne peut pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut produire. Et donc, mettre en place une politique dans tous les domaines. Ça va de l'agriculture au bâtiment, qui respecte ce principe-là. Réduire la consommation d'énergie, c'est-à-dire avoir une société de sobriété, par exemple, en finir avec... les panneaux lumineux qui consomment énormément d'énergie et qui servent à rien, à faire que de la publicité. Ça, c'est un petit exemple, mais pour dire. Et puis, développer les énergies renouvelables pour plus dépendre du pétrole, parce qu'on voit aussi que dans des moments de crise, en fait, ça devient de plus en plus cher. Et puis surtout, c'est producteur de gaz à effet de serre. Et donc, développer tous les moyens de l'énergie, des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien en mer, de l'hydrolien, c'est-à-dire les moulins en fait sur les rivières, la géothermie, etc. Et dans ce cadre notamment, les territoires qu'on dit en outre-mer, c'est-à-dire qui sont insulaires aux 4 coins de la planète, qui sont des territoires français, seront, de notre point de vue, le fer de lance de ça, parce qu'il y a des ressources énormes en termes de biodiversité, en termes de potentiel de développement de ces énergies-là. Il y a un gros travail à faire sur l'agriculture, parce que l'agriculture est aussi productrice d'émissions de gaz à effet de serre, et donc il faut changer le modèle agricole et passer à une agriculture paysanne, au sens où on fait de l'alimentaire à partir des besoins et pas pour exporter à l'autre bout du monde. Et donc ça, c'est quelques-unes des mesures pour adapter la société au changement climatique. Ça veut dire aussi développer des transports plus collectifs, redévelopper le train, réduire les trajets en avion, etc. Avoir des alternatives qui permettent à tout le monde de pouvoir se déplacer, mais de manière écologique. Donc on a tout un champ, et ça va vraiment transformer toute la société. Et c'est pour ça qu'on a besoin que les jeunes se forment. C'est pour ça qu'on a besoin que tout le monde se mette au travail, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Et donc ça, c'est aussi, même si la situation est grave en termes écologiques, je trouve que c'est aussi un défi excitant à relever
pour des millions de personnes et pour notre pays. Et vous, vous pensez que la devise française, elle est tout le temps respectée ou pas? Non, malheureusement. C'est aussi pour ça que moi, j'ai été élue. C'est pour faire en sorte que ce qui est écrit sur les frontons des mairies, dans les écoles, liberté, égalité, soit pas juste des liberté, égalité, fraternité, soit pas juste des mots, mais que ce soit une réalité. Et donc, il faut tout le temps se battre déjà pour obtenir, pour réussir à faire en sorte que ce soit nos principes. Il a fallu se battre. C'est la Révolution française, c'est les mouvements sociaux, etc., qui ont fait en sorte qu'on obtienne le droit de vote, que l'esclavage soit aboli, que les femmes aient le droit de vote après les hommes, etc. Donc ça a toujours été un combat pour, par exemple, l'égalité des droits, pour avoir des libertés fondamentales. Et donc, c'est toujours un combat. Et il faut toujours demander, se mobiliser, etc. En tout cas, moi, c'est ma conception de la société. Le fait que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas tombé du ciel. Et il a fallu que des gens se battent pour l'obtenir. Et je pense que la devise liberté, égalité, fraternité, c'est aussi le produit de ça. Et il faut continuer à se battre pour qu'elle soit véritablement réalisée. Et pour finir, pourquoi voter Jean-Luc Mélenchon ? Parce que pour faire barrage à Macron et à l'extrême droite, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est en 3e position et c'est celui qui peut déjouer le scénario prévu d'avance qu'on nous bourrine depuis des mois, même des années, en disant ça va être le duo Macron-Le Pen, et que ce que nous, on a proposé, c'est aux antipodes justement du projet de Macron, qui veut nous faire cravacher jusqu'au tombeau, ou de Madame Le Pen, qui reste quand même sur les fondamentaux de l'extrême droite, qui pour moi sont aux antipodes des valeurs de la République, et qu'on a un monde à gagner, qu'on a un monde à changer, et élire Jean-Luc Mélenchon le 10 avril, le 24 avril, ce sera le début de ce changement.